Ils ont dit que l'argent ne pouvait pas acheter le bonheur, mais Mason Sterling croyait qu'il pouvait lui acheter la liberté. Il est entré dans la haute cour de Manhattan portant un costume de 5 000 $, tenant la main de sa maîtresse, prêt à se débarrasser de sa femme avec des centimes sur le dollar. Il pensait qu'il était le roi de la salle de conférence et de la salle d'audience. Il avait tort. Il ne savait pas que la femme silencieuse assise à la table de la défense avait passé 22 ans à construire un piège si complexe qu'il ne le verrait pas avant que les mâchoires ne se referment. Ce n'est pas juste un divorce, c'est une exécution. Regardez jusqu'à la fin pour voir comment le milliardaire a tout perdu en une seule phrase. Les lourdes portes en chaîne du palais de justice du District Sud de New York ne se sont pas juste ouvertes, elles ont été poussées largement par un service de sécurité qui coûtait plus cher que la plupart des hypothèques des gens. Les flashs ont éclaté comme des lumières stroboscopiques dans une boîte de nuit, aveuglant et rythmique, rebondissant sur les sols en marbre poli. Mason Sterling est entré dans le chaos avec le sourire d'un homme qui avait déjà lu le script final. À 48 ans, Mason était le visage de Sterling & Co., un conglomérat technologique qui avait récemment avalé le marché de l'intelligence artificielle en entier. Il était beau d'une manière robuste et fabriquée, des dents plaquées à la perfection, une peau bronzée d'une semaine à Saint-Tropez et une mâchoire qui semblait défier la gravité. Mais les caméras n'étaient pas seulement là pour lui. Elles étaient là pour la femme accrochée à son bras, drapée dans une robe de soie rouge qui était entièrement inappropriée pour une audience matinale, Juliana Jules Moretti, 24 ans, une influenceuse avec 3 millions de followers, et, selon les tabloïds, la future Madame Sterling. Elle a souri à la presse, serrant un sac Birkin en édition limitée, ressemblant moins à une défenderesse dans une procédure de divorce et plus comme si elle arrivait au Met Gala. Monsieur Sterling, est-il vrai que vous lui offrez 10 millions pour qu'elle s'en aille? A crié un journaliste de derrière la corde de velours. Mason a fait une pause ajustant ses boutons de manchette. Il a fait un clin d'œil. Je suis un homme généreux, Dave, mais disons simplement que je crois en la juste valeur marchande. La foule a ri. Mason Sterling jouait toujours pour la foule. Il s'est pavané dans l'allée centrale de la salle d'audience, des bijoux cliquetant à côté de lui dans des stilettos qui résonnaient fortement sur le bois. Il a hoché la tête à son équipe juridique, une phalange de requins dirigée par Silas Brock, un homme connu dans les cercles juridiques de New York sous le nom de le Boucher. Brock arrangeait déjà ses papiers, l'air ennuyé. « Assieds-toi, Mason, à moins qu'on essaie d'avoir l'air quelque peu remords », a chuchoté Brock, bien qu'il ne le pensait pas. « Pourquoi ?» a chuchoté Mason en retour, glissant dans la chaise en cuir. « Le contrat de mariage est en béton. L'entreprise est à mon nom. Les actifs sont offshore. Elle a la maison du lac et la sympathie. J'ai le monde. » Mason a pivoté sa chaise pour regarder l'autre côté de l'allée. Là était assise Amy Sterling. Cy Mason était le soleil, brûlant, brillant et fort. Amy était une ombre. Elle portait un blazer marine qui avait au moins 3 saisons, ses cheveux foncés tirés en un chignon sévère et sans fioriture. Elle ne portait pas de maquillage pour cacher les cernes sous ses yeux. Elle était assise seule, à l'exception de son avocate, une femme nommée Evelyn Vance, qui ressemblait plus à une bibliothécaire qu'à une avocate. Mason a ressenti un pincement de pitié, rapidement remplacé par de l'agacement. Amy avait toujours été comme ça, simple, pratique, ennuyeuse. Elle était la femme que vous épousiez quand vous étiez un étudiant fauché avec une idée. Elle n'était pas la femme que vous gardiez quand vous étiez un titan milliardaire de l'industrie. Elle regardait droit devant elle vers le banc vide du juge, ses mains calmement pliées sur une pile de dossiers manille. « Elle a l'air fatiguée », a chuchoté Jules, se penchant à l'oreille de Nimson, sa voix assez forte pour être entendue. « Peut-être qu'elle est prête à abandonner. »« Elle a abandonné il y a des années, bébé, » a raillé Mason. Ce n'est que la paperasse. La voix de l'huissier a retenti, coupant les murmures de la galerie. « Tous debout,
L'honorable juge Alistair Thorne préside. Le juge Thorne était une légende du circuit. Il avait 60 ans, avec un visage sculpté dans le granit et une réputation d'avoir zéro tolérance pour le théâtre. Il est entré, ses robes noires flottant, et a pris sa place. Il a regardé par-dessus ses lunettes, son regard s'attardant sur la robe rouge de Jules avec dégoût avant de se poser sur Mason. « Asseyez-vous » a grogné Thorne. « Affaire numéro 492B, Sterling contre Sterling. Requête en dissolution de mariage et partage des biens. » Thorne a mélangé ses papiers. « J'ai examiné les dépôts initiaux. Monsieur Brock, vous représentez le pétitionnaire, Monsieur Sterling. Madame Vance, vous représentez la défenderesse, Madame Sterling. Prêt votre honneur, a dit Brock, se levant et boutonnant sa veste de costume. Il projetait de la confiance, sa voix douce comme du velours. Prêt votre honneur, a dit Evelyn Vance. Sa voix était calme, presque rauque. Ne perdons pas de temps, a dit le juge Thorne. Monsieur Sterling demande le divorce pour différends irréconciliables et sollicite l'exécution d'un accord prénuptial signé en 1998. Est-ce exact? Ça l'est, votre honneur, a dit Brock, s'avançant dans l'espace ouvert. Il a commencé à faire les 100 pas, une performance qu'il avait perfectionnée. Mon client, M. Sterling, a bâti Sterling & Co. d'une start-up de garage à un empire mondial. Bien qu'il ait un profond respect pour son épouse de 25 ans, la réalité est que le mariage a échoué. Nous offrons à Mme Sterling un généreux règlement de 5 millions de dollars, plus la propriété du Connecticut, ce qui est plus que juste considérant qu'elle n'a pas contribué aux opérations commerciales depuis plus de 15 ans. Mason s'est penché en arrière, croisant les jambes. Il a croisé le regard d'Amy. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air calculatrice. Ça l'a troublé pendant une fraction de seconde. Mais ensuite, Jules a serré sa main sous la table et le sentiment est passé. Madame Vance, le juge s'est tourné vers l'avocate d'Amy. La défense conteste-t-elle la validité de l'accord prénuptial? Evelyn Vance s'est levée lentement. Elle ne faisait pas les 100 pas. Elle n'utilisait pas de grands gestes de la main. Elle a simplement ajusté ses lunettes. « Nous ne contestons pas le contrat de mariage, votre honneur, » a dit Evelyn. Une onde de choc a traversé la galerie. Même Mason a cligné des yeux. Elle plie, juste comme ça. Silas Brock a souri. Ça allait être plus facile qu'il ne le pensait. Cependant, a poursuivi Evelyn, sa voix durcissant légèrement. Nous contestons la propriété des actifs listés par M. Sterling. Ma cliente soutient que M. Sterling ne peut pas continuer à revendiquer l'entreprise comme un actif marital à diviser, parce que M. Sterling ne possède pas Sterling & Co. Mason a ri. C'était un rire fort et aboyant qui a résonné dans la pièce silencieuse. Il a rapidement couvert sa bouche, mais le mal était fait. « Monsieur Sterling, » est claqué le juge Thorne, « trouvez-vous quelque chose d'amusant? » « Je m'excuse, votre honneur, » a dit Mason, se levant, affichant son sourire charmant. « C'est juste. Sûrement il y a une erreur. Je suis le PDG. Mon nom est sur le bâtiment. J'ai fondé l'entreprise. » « La défense suggère le contraire, » a dit le juge Thorne, regardant Evelyn. « Expliquez, mademoiselle Vance. »« Monsieur Sterling est effectivement le PDG, » a dit Evelyn calmement. « Il est un employé rémunéré. Mais la propriété réelle de la société holding qui contrôle la propriété intellectuelle, les brevets et la majorité des actions avec droit de vote appartient à un trust privé. Et aujourd'hui, nous avons l'intention de prouver que le bénéficiaire de ce trust n'est pas Mason Sterling. » Mason s'est penché vers Brock. « De quoi parle-t-elle? J'ai signé les documents d'incorporation moi-même. » Brock avait l'air moins confiant maintenant. Il fouillait frénétiquement dans ses dossiers. C'est une tactique de retardement, Mason. Elle s'accroche à des brindilles. Laisse-moi gérer ça. Mais alors que Mason regardait de l'autre côté de l'allée, il a vu Amy enfin tourner la tête. Elle l'a regardé et pour la première fois depuis des années, il a vu une étincelle dans ses yeux.
Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la haine. C'était le regard froid et clinique d'un prédateur regardant sa proie entrer dans un piège. L'air de la salle d'audience avait changé. L'humidité de la galerie bondée semblait baisser, remplacée par une curiosité glaçante. Les journalistes du dernier rang ont arrêté de taper sur leur téléphone et se sont penchés en avant. « Monsieur Brock, » a dit le juge Thorne, se penchant en arrière, « appelez votre premier témoin. Allons au fond de ce litige de propriété. »« J'appelle Mason Sterling à la barre, » a annoncé Brock. Mason a boutonné sa veste et a marché jusqu'au box des témoins. Il a juré sur la Bible, sa main ferme. Il était dans son élément maintenant. Il était un conteur, un visionnaire. Il avait vendu des milliards de dollars de vaporware à des investisseurs. Vendre une histoire à un juge devait être facile. « Monsieur Sterling, » a commencé Brock, faisant de nouveau les 100 pas confortablement. « Racontez à la cour la fondation de Sterling & Co. » C'était en 1999, et commençait Mason, sa voix prenant cette qualité nostalgique de TED Talk. Je travaillais depuis un petit appartement à Brooklyn. J'avais une vision pour un nouveau type d'algorithme de compression de données. Elle était là, bien sûr. Elle travaillait comme bibliothécaire pour payer le loyer pendant que je codais. J'ai travaillé 18 heures par jour. J'ai construit le code de zéro. Je l'ai présenté aux investisseurs. J'ai pris les risques. Et quel était le rôle de Madame Sterling pendant cette période de croissance critique? A demandé Brock. Elle gardait l'appartement rangé, a dit Mason avec un haussement d'épaule. Elle faisait le café. Elle était de soutien, émotionnellement, je suppose. Mais elle n'a jamais compris la technologie. Elle n'a jamais assisté aux réunions du conseil d'administration. Elle était heureuse de rester en arrière-plan. Donc, pour être clair, après ces Brock, elle n'a contribué aucune propriété intellectuelle à l'entreprise? Zéro, a confirmé Mason. Et la structure de l'entreprise? J'ai incorporé dans le Delaware en 2001, a dit Mason. Propriétaire unique initialement, puis nous sommes entrés en bourse en 2010, mais j'ai conservé 51% des actions avec droit de vote par le biais de ma société holding privée MS Ventures. Merci, Monsieur Sterling. Brock s'est assis, l'air satisfait. Evelyn Vance s'est levée. Elle a ramassé une seule feuille de papier, une photocopie d'une vieille serviette tachée de café. Monsieur Sterling, a dit Evelyn, marchant jusqu'à la barre. Vous avez mentionné que vous avez écrit le code à partir de zéro. Reconnaissez-vous ce document? Mason a plissé les yeux sur le papier. Ce sont des vieilles notes. C'est une serviette du Sal's Dinner, datée du 14 novembre 1998, a lu Evelyn. Elle décrit la logique de base de l'algorithme de compression. L'écriture manuscrite, est-ce la vôtre? Mason a hésité. Ça ressemble à la mienne. Regardez de plus près les variables, Monsieur Sterling, spécifiquement la syntaxe utilisée pour la boucle récursive. Mason a regardé fixement. Une goutte de sueur s'est formée sur sa tempe. Il connaissait cette syntaxe. Il détestait cette syntaxe. C'était efficace, brutal et mathématique. Ce n'était pas son style. Ce n'est pas mon écriture, a admis Mason tranquillement. Non, a dit Evelyn, c'est celle d'Amy. Objection. Brock s'est levé. Pertinence. Concerne la crédibilité du témoin et l'origine de l'actif. Votre honneur, a dit Evelyn calmement. Rejeté, a dit le juge Thorne. Continuez. Evelyn s'est retournée vers Mason. Monsieur Sterling, est-il vrai qu'en 1998, vous étiez en probation académique pour avoir échoué en algèbre linéaire? Le visage de Mason est devenu rouge. Des bijoux assis dans la galerie ont baissé ses lunettes de soleil, l'air confus. J'ai eu des difficultés avec certains cours, oui, a claqué Mason. Et qui vous a donné des cours? Amy l'a fait, a-t-il murmuré. Amy, qui était candidate au doctorat en mathématiques à l'Université Columbia, avant qu'elle n'abandonne pour vous soutenir, a corrigé Evelyn. Monsieur Sterling, n'est-il pas vrai que le Code Ether, le fondement de votre empire d'1 milliard de dollars,
a en fait été résolu par votre femme sur cette serviette pendant que vous vous plaigniez que les mathématiques étaient impossibles. Elle a aidé, a crié Mason, perdant son sang-froid. Elle a aidé avec les mathématiques, mais j'ai bâti l'entreprise. Je l'ai vendue. J'ai conclu les affaires. Une équation n'est que des nombres sur une page jusqu'à ce que quelqu'un comme moi la transforme en argent. Donc vous admettez qu'elle a créé la propriété intellectuelle? J'admets qu'elle a aidé. Merci, a dit Evelyn. Elle est retournée à sa table et a ramassé un épais classeur relié en cuir. Maintenant, parlons de MS Ventures, la société holding que vous affirmez posséder. Elle a ouvert le classeur. Vous avez déclaré avoir incorporé MS Ventures pour détenir vos actions et vous avez signé tous les documents vous-même? Oui, a dit Mason, se sentant plus en sécurité maintenant. Il se souvenait d'avoir signé la pile de papier et Émile lui avait apporté une nuit alors qu'il était ivre de champagne après leur introduction en bourse. Elle avait dit que c'était juste des paradis fiscaux. Il les avait signés sans lire. Et vous souvenez-vous de l'accord de prête-nom intégré à l'article 4 des statuts d'incorporation de MS Ventures? Le quoi? Mason a froncé les sourcils. L'article 4, a lu Evelyn, stipule que Mason Sterling, sœur de visage public et de directeur prête-nom de l'entité, ne possédant aucune propriété effective, tandis que le véritable et légitime propriétaire reste le partenaire silencieux. La salle d'audience est devenue mortellement silencieuse. C'est du carabia légal, a raillé Mason. Je suis le propriétaire. Monsieur Sterling. Evelyn a regardé par-dessus ses lunettes. Qui est le partenaire silencieux enregistré de MS Ventures? Je ne sais pas. C'est probablement moi sous une autre identification fiscale. Evelyn s'est tournée vers le juge. Votre honneur, je voudrais soumettre la pièce B des documents d'incorporation originaux de MS Ventures. Elle a remis un document à l'huissier qui l'a remis au juge. Le juge Thorne a ajusté ses lunettes. Il a lu la ligne. Ses sourcils ont remonté vers sa ligne de cheveux. Il a regardé Mason, puis Amy, puis de nouveau le document. Monsieur Sterling, a dit le juge, sa voix baissant d'un octave. Selon ceci, vous êtes effectivement un employé de MS Ventures. C'est impossible, a crié Mason, se levant dans le box des témoins. Qui est le propriétaire alors? Evelyn Vance a souri. C'était un petit sourire terrifiant. Le propriétaire est listé comme un trust aveugle, a dit Evelyn. Le Aurora Trust. Et qui contrôle le Aurora Trust? A exigé Mason. Amy Sterling a parlé pour la première fois. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas crié. Elle s'est simplement penchée vers son microphone. Moi, Mason. Sa voix était calme, claire et dévastatrice. Je l'ai nommée Aurora, a continué Amy, parce que c'était le nom de la fille que nous avons perdue. La fille dont vous avez manqué la naissance parce que vous étiez à une réunion d'affaires à Vegas. La couleur a quitté le visage de Mason. La maîtresse Joel a laissé tomber son téléphone. Il a cliqueté bruyamment sur le sol. « Vous m'avez cédé les droits en 2010, » a dit Amy le regardant dans les yeux. « Vous étiez trop occupé à célébrer votre premier milliard pour lire les contrats. Vous vouliez le crédit, Mason. Alors je vous ai laissé le crédit, mais j'ai gardé le contrôle. » « C'est un mensonge, » a crié Mason regardant son avocat. « Brock, arrange ça! » Silas Brock lisait frénétiquement la copie du document qu'Evelyn lui avait glissé. Il avait l'air pâle. Il a levé les yeux vers Mason et a légèrement secoué la tête. « La signature est réelle. »« Ordre !» Le juge Thorne a frappé son marteau. « Monsieur Sterling, asseyez-vous ou je vous tiendrai pour outrage. » Mason s'est effondré sur la chaise, son cœur martelant contre ses côtes. Il a regardé Jules. Elle textait déjà quelqu'un, probablement son agent. Elle ne le regardait plus. « Mademoiselle Vance, » a dit le juge Thorne, l'air intrigué, « si Madame Sterling possède la société holding, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi ne l'a-t-elle pas renvoyée? »« Oh, elle a l'intention de le faire, votre honneur, » a dit Evelyn. « Mais d'abord, nous devons aborder la question des fonds de l'entreprise que M. Sterling a dépensés pour Mademoiselle Moretti. » Evelyn s'est tournée vers la galerie
et a pointé un doigt directement vers la maîtresse. Nous appelons Juliana Moretti à la barre. Jules a figé. Elle a regardé Mason. Je n'ai pas signé pour ça, a-t-elle sifflé. Vous avez été assignée, mademoiselle Moretti, a dit le juge Thorne sévèrement. Prenez la barre. Alors que Jules se levait, lissant sa robe rouge, Mason a réalisé que le terrain se déplaçait. Il était entré ici pensant qu'il était le héros de son propre film. Il commençait à réaliser qu'il n'était que le méchant dans celui d'Amy. Juliana Jules Moretti était assise dans le box des témoins, ressemblant à un oiseau exotique acculé. Les lumières fluorescentes crues de la salle d'audience ne rendaient pas service à son maquillage contouring épais. Elle a croisé les jambes, les a décroisées, puis a lancé un regard noir à Mason. « Mademoiselle Moretti » a commencé Evelyn Vance, sa voix faussement douce. « Merci de vous joindre à nous. Je sais que cela doit être inconvénient pour votre emploi du temps. J'ai une activation de marque à Miami demain. » A claqué Jules, sa voix montant en pitch. « C'est du harcèlement. Je n'ai rien à voir avec leur mariage. » « Au contraire, » a dit Evelyn, ramassant une pile de relevés de cartes de crédit épaisse de 3 pouces. « Vous êtes la principale bénéficiaire du fonds discrétionnaire Sterling et Combsville depuis les 18 derniers mois. »« Je ne sais pas ce que c'est, » a dit Jules, vérifiant sa manucure. « Mason m'achète des choses. C'est de mon petit ami. Ce n'est pas un crime. »« Cela dépend de l'argent qu'il utilise, mademoiselle Moretti. » Evelyn s'est approchée de la barre. Regardons l'article 14b, un penthouse au 432 Park Avenue, acheté il y a 6 mois pour 12,4 millions de dollars. Qui détient l'acte de propriété de cette propriété? Mason l'a acheté pour moi, a dit Jules fièrement. C'est à mon nom. En fait, a corrigé Evelyn, il est détenu par une société écran appelée Jewels M. LLC. Et qui a financé Jewels M. LLC? Mason l'a fait. Encore faux. Les fonds ont été directement virés de MS Ventures, la société holding détenue par ma cliente, Madame Sterling. Evelyn s'est tournée vers le juge. Votre honneur, effectivement, ma cliente, Madame Sterling, a acheté à cette femme un appartement de 12 millions de dollars à son insu. La salle d'audience a haleté. Amy a été impassible, fixant ses mains. Maintenant, a continué Evelyn, tournant une page, parlons des bijoux. Un collier de diamants jaunes canari de 5 carats, évalué à 800 000 $. Vous le portez dans votre publication Instagram, datée du 4 juillet, légendée « Mon bébé me traite comme une reine ». Est-ce que correct? Oui, a dit Jules, sa voix tremblant légèrement. Elle a instinctivement porté la main à son cou, bien qu'elle ne portait pas le collier aujourd'hui. Ce collier a été acheté en utilisant la carte American Express Centurion d'entreprise émise au PDG de Sterling & Cafers, a dit Evelyn. Selon les statuts de l'entreprise, l'utilisation personnelle de fonds de l'entreprise de plus de 10 000 $ nécessite l'approbation du conseil d'administration. Mason Sterling vous a-t-il montré une résolution du conseil approuvant votre collier? Je ne connais rien aux résolutions du conseil d'administration, a crié Jules, regardant Mason. Il m'a dit qu'il possédait tout. Il m'a dit qu'il pouvait acheter tout ce qu'il voulait. Il vous a menti, a dit simplement Evelyn, tout comme il a menti aux actionnaires. Evelyn est retournée à sa table et a ramassé un document. Mademoiselle Moretti, êtes-vous au courant du concept juridique de récupération? Jules a cligné des yeux. Quoi? Puisque ces articles, l'appartement, les voitures, les bijoux, les vacances à Bora Bora, ont été achetés avec des fonds détournés d'une entreprise que Mason Sterling ne possédait pas, ils sont considérés comme des produits du vol. Madame Sterling poursuit pour le retour immédiat de tous les actifs. Jules s'est levé, les yeux écarquillés d'horreur. « Vous ne pouvez pas prendre mon appartement. J'ai rénové la cuisine. Ce n'est pas votre appartement, » a dit Evelyn froidement. « Il appartient au Aurora Trust. Il appartient à Amy. » Jules a tourné la tête pour crier à Mason. « Tu m'as dit que tu étais le roi.
Tu m'as dit qu'elle était une femme au foyer fauché. Espèce de fraudeur. Jules, bébé, calme-toi, a plaidé Mason depuis la table de la défense, transpirant abondamment. C'est un malentendu. Mes avocats vont arranger ça. Arranger ça, a ri Jules, un son strident et hystérique. Tu es fauché, Mason. Tu as dépensé son argent pour moi, et maintenant elle le veut en retour. Elle a regardé le juge. Votre honneur, je ne savais pas. Je pensais qu'il était riche. Je suis une victime ici. Il m'a manipulé. Vous avez accepté 12 millions de dollars en cadeau, a dit le juge Thorne sèchement. L'ignorance n'est pas une défense pour avoir reçu des biens volés. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle Moretti, mais ne quittez pas l'État. L'équipe de saisie d'actifs vous contactera. Jules a quitté la barre en trombe, attrapant son sac. Alors qu'elle passait la table de la défense, elle n'a pas regardé Mason. Elle a regardé son avocat, Silas Brock. Appelle mon agent. Je vends les droits exclusifs de cette histoire de rupture à TMZ dans l'heure. Mason a mis sa tête dans ses mains. L'humiliation le brûlait vif, mais il n'était pas encore vaincu. Il avait encore son atout secret. Ou du moins le pensait-il. La salle d'audience s'est calmée après le départ dramatique de Jules. Silas Brock a regardé Mason avec un mélange de dégoût et de panique. « Nous devons nous arranger », a chuchoté Brock. « Maintenant, avant que ça n'empire, donne-lui les 50%. Demande pardon. » « Non », a sifflé Mason, ses yeux injectés de sang. « Elle m'a humilié. Je vais tout brûler. Si elle possède les entreprises, bien. Mais elle ne me possède pas. Et elle ne connaît pas les comptes qu'elle ne pouvait pas suivre. » Mason s'est levé. « Votre honneur, je voudrais m'adresser à la Cour concernant la situation financière de Sterling & Co. » Le juge Thorne a levé un sourcil. « Contre l'avis de votre conseiller? »« Mon conseiller est un idiot, » a craché Mason. Brock a jeté son stylo et s'est penché en arrière, se lavant les mains de la situation. « Allez-y, Monsieur Sterling, » a dit le juge. « Ma femme prétend qu'elle possède la société Holding, » a dit Mason, sa voix retrouvant un peu de son ancienne assurance. « Et peut-être, grâce à une ruse avec la paperasse il y a 20 ans, elle le fait techniquement. Mais une entreprise n'est que du papier. L'argent, le véritable argent liquide, c'est une autre histoire. » Il a souri cruellement à Amy. « Vous voyez, votre honneur, pendant les 5 dernières années, j'ai détourné des bénéfices vers des investissements offshore, des comptes à haut risque et à haut rendement aux îles Caïmans et à Zurich, des comptes qui ne sont pas sous le parapluie de Sterling & Co. ou MS Ventures. Ils sont à mon nom seulement, le fonds Omega. Il y a plus de 200 millions de dollars là-dedans, et puisque je l'ai gagné grâce à mon expertise en trading, il est à moi. » Mason a regardé Amy s'attendant à voir de la peur. Il voulait la voir réaliser que même si elle avait l'entreprise, il avait le trésor de guerre. Amy n'avait pas l'air effrayée, elle avait l'air ennuyée. Elle s'est lentement versé un verre d'eau. Evelyn Vance s'est levée de nouveau. Elle a regardé Mason avec pitié. « Monsieur Sterling, » a dit Evelyn, « vous faites référence au fonds Omega? Compte numéro 889, Swiss X? » Mason a figé. « Comment connaissez-vous le numéro de compte? »« Et les comptes des Cayman? » Et continuez Evelyn, les listant de mémoire. La Blue Sky Shell Corporation au Panama, le portefeuille crypto sur le disque dur dans votre coffre-fort chez Chase Manhattan. « Ceux-là sont privés, » a crié Mason. « Ceux-là sont cryptés. »« J'appelle Arthur Pendergast à la barre, » a annoncé Evelyn. Les portes se sont ouvertes et un homme qui ressemblait à une calculatrice humaine est entré. Il portait un costume gris qui se fondait dans les murs. Il portait un ordinateur portable. « Qui est-ce » a exigé Mason. « Monsieur Pendergast est le chef comptable légiste de l'IRS, » a dit Evelyn agréablement. « Mais avant cela, il était un entrepreneur privé que j'ai engagé il y a 4 ans. » Arthur Pendergast a pris la barre. Il n'a pas eu besoin d'être incité. Il a branché son ordinateur portable au système d'affichage de la cour. Une feuille de calcul est apparue sur les grands moniteurs accrochés au plafond.
Monsieur Pendergast, a dit Devlin, pouvez-vous expliquer la nature du fonds Omega dont Monsieur Sterling est si fier? Certainement, a dit Arthur, sa voix monotone. Monsieur Sterling croyait qu'il siphonnait de l'argent de Sterling & Co. vers des comptes privés. Il a utilisé une série de sociétés écrans pour ce faire. Cependant, il a utilisé l'infrastructure serveur de l'entreprise pour exécuter les transactions. Mason a senti son estomac se nouer. Et alors, ce n'est que de la bande passante. Pas exactement, a dit Arthur, parce que les serveurs appartiennent à Sterling & Co. Et Sterling & Co. est détenu par le Aurora Trust. Toutes les données passant par ces serveurs sont soumises à la surveillance du Trust. Madame Sterling a vu chaque centime que vous avez déplacé. Elle l'a vu, a chuchoté Mason. Pourquoi ne m'a-t-elle pas arrêté? Arthur a cliqué sur un bouton. La feuille de calcul a changé de couleur. Parce qu'elle voulait que vous le consolidiez, a dit Arthur. Vous voyez, Monsieur Sterling, vous êtes un trader très agressif. Vous avez pris des risques que Madame Sterling n'aurait jamais pris avec l'entreprise principale. Vous avez joué avec l'argent. Et vous avez gagné. Vous avez transformé 50 millions en 200 millions. Exactement, a crié Mason. Mon génie. Mais, a interrompu Arthur, lorsque vous avez mis en place les comptes suisses, vous avez utilisé une procuration pour cacher votre identité. Vous ne vouliez pas que votre nom figure sur les documents pour éviter les impôts. Pratique courante, a murmuré Mason. La procuration que vous avez utilisée, a dit Arthur, un petit sourire effleurant ses lèvres. Un cabinet d'avocats à Zurich appelé Vance & Associates. Mason a regardé Evelyn Vance, l'avocate ressemblant à une bibliothécaire. Non, a respiré Mason. Non, non, non. Oui, a dit Evelyn de sa table. Vous avez engagé le cabinet de mon frère à Zurich pour cacher votre argent. Vous n'avez pas vérifié le nom. Vous vouliez juste le taux le moins cher. Le contrat que vous avez signé, a continué Arthur, accorde à la procuration le cabinet d'Evelyn Vance, un contrôle total sur les actifs en cas d'incapacité légale ou d'enquête criminelle du titulaire principal. Arthur a tapé une touche. Et puisque vous venez d'admettre en pleine cour avoir détourné des fonds de Sterling & Co. pour financer ses comptes, cela constitue une enquête criminelle. La clause est déclenchée. L'écran a clignoté en rouge. Actif gelé. Transfert initié. Il y a 30 secondes, a dit Arthur, fermant son ordinateur portable. Le fonds Omega a été réabsorbé dans le Aurora Trust. Vous avez réussi à blanchir l'argent, à le multiplier, puis à le rendre directement à votre femme. Moins une somme considérable pour mes services, bien sûr. Mason est tombé en arrière sur sa chaise. Il ne pouvait pas respirer. La pièce tournait. 200 millions de dollars. Disparus. En une seule frappe. Elle t'a manipulé, a chuchoté Silas Brock, fixant Amy avec un respect nouveau. Elle t'a laissé enfreindre la loi pour faire l'argent, et maintenant, elle utilise la loi pour le reprendre. C'est un piège, a haleté Mason. Non, a dit le juge Thorne, regardant depuis le banc avec une satisfaction sombre. C'est le karma, Monsieur Sterling, et nous n'avons pas encore fini. La nouvelle avait déjà éclaté. Pendant que la cour était en brève pause pour le déjeuner, le monde extérieur avait explosé. CNBC affichait une bannière d'information de dernière minute. Milliardaire fauché. Sa femme possède tout. Twitter était en tendance. Ou Sterling crash. Le cours de l'action de Sterling & Cubs vacillait, chutant de 10 points à cause de l'incertitude. Mason était assis dans la salle de détention, sa cravate défaite, fixant un mur. Il avait refusé de manger. Silas Brock était parti passer un appel téléphonique et n'était pas revenu. Lorsque l'huissier les a rappelés, la salle d'audience était encore plus bondée. Il y avait des hommes en costume coûteux debout à l'arrière, membres du conseil d'administration de Sterling et Cumbra. Mason est entré, l'air hagard. Il les a vus. Jim, a dit Mason apercevant le président du conseil d'administration, Jim Galloway. Jim, tu dois m'aider. Dis-leur que je suis essentiel. Dis-leur que l'entreprise meurt sans moi. Jim Galloway.
Un homme avec qui Mason avait joué au golf pendant 10 ans n'a pas souri. Il a regardé Mason comme s'il était un insecte mort sur un pare-brise. Nous avons eu une réunion d'urgence via Zoom pendant la pause, Mason, a dit Jim froidement. Et nous avons voté. Le juge Thorne a frappé le marteau. La Cour reprend sa session. Je comprends qu'il y a un nouveau développement. Evelyn Vance s'est levée. Oui, votre honneur, nous passons à la phase finale de la dissolution. Le contrat de travail. Monsieur Sterling, a dit le juge Thorne, veuillez vous lever. Mason s'est levé, ses jambes tremblant. Evelyn a tenu une seule feuille de papier. Monsieur Sterling, votre contrat de PDG contient une clause de moralité. Elle stipule que tout cadre qui apporte une mauvaise réputation publique, un scandale ou une responsabilité criminelle à l'entreprise peut être licencié pour motif, avec effet immédiat, sans indemnité de départ. J'ai construit cette entreprise, a rugi Mason, sa voix se brisant. J'en suis le visage. Vous ne pouvez pas me virer. L'action va chuter. Amy s'est levée, elle a contourné la table et s'est tenue directement devant Mason. Elle était petite comparée à lui. Mais à ce moment-là, elle semblait gigantesque. L'action chute à cause de l'incertitude, Mason, a dit Amy tranquillement. Le marché déteste le chaos, et tu es le chaos. Elle s'est tournée vers le fond de la pièce. Jim? Jim Galloway s'est avancé. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour révoquer Mason Sterling de son poste de PDG avec effet immédiat. Nous avons également voté pour nommer le nouveau PDG par intérim. Qui? Mason a ri hystériquement. Qui peut me remplacer? Toi. Tu es un comptable, Jim. Pas moi, a dit Jim. Il a désigné Amy. La mâchoire de Mason est tombée. Toi, tu es une femme au foyer. Tu n'as pas travaillé depuis 20 ans. Je n'ai pas travaillé pour toi, a corrigé Amy. Mais as-tu vraiment pensé que je restais à la maison à tricoter? Qui penses-tu a écrit les livres blancs pour le projet Nexus AI sous le pseudonyme E.S. Turing? Qui penses-tu a conseillé le conseil d'administration sur l'acquisition de DataCore l'année dernière? Mason a cligné des yeux. Le projet Nexus était leur plus grand produit à venir. Il n'avait jamais rencontré l'ingénieur en chef, juste signé les chèques. C'était toi, a-t-il chuchoté. J'ai dirigé cette entreprise depuis mon bureau dans le Connecticut pendant une décennie, Mason, a dit Amy. Tu n'étais que la mascotte. Tu serrais des mains, tu coupais des rubans, tu donnais des interviews. Tu étais le paon. Mais j'ai été celle qui prenait les décisions. Le conseil d'administration le sait depuis 5 ans. Nous attendions juste le renouvellement de ton contrat pour pouvoir verrouiller la clause de non-concurrence. Elle a souri, un sourire terrifiant et authentique. Tu es viré, Mason, et à cause de la non-concurrence que tu as signée le mois dernier, pensant que ce n'était qu'une formalité, tu ne peux pas travailler dans l'industrie technologique pendant 7 ans. Tu ne peux même pas consulter. Mason a regardé les membres du conseil d'administration. Ils ont tous hoché la tête. Ils étaient complices. Ils l'avaient tous manipulé. Pourquoi? A demandé Mason, des larmes coulant enfin sur son visage. Pourquoi me laisser continuer comme ça? Pourquoi me laisser penser que j'étais un dieu? Parce que je voulais voir si tu changerais un jour, a dit l'ami, sa voix baissant à un chuchotement que lui seul pouvait entendre. Je t'ai donné 20 ans, Mason. J'ai pardonné la première aventure. J'ai pardonné le jeu. J'ai pardonné la négligence. J'attendais toujours que l'homme dont je suis tombée amoureuse dans cet appartement de Brooklyn revienne. Elle s'est penchée plus près. Mais quand tu as manqué les funérailles d'Aurora pour conclure l'affaire de Tokyo, c'est là que j'ai décidé. Je ne voulais pas seulement un divorce, Aurora. Je voulais t'effacer. Je voulais que tu ressentes ce que c'est d'être invisible. Elle s'est reculée. Votre honneur, a dit Amy, se tournant vers le juge. Je suis prête à signer le décret de divorce. Je prends l'entreprise, la maison, les actifs et le chien. Il peut garder ses vêtements et ses maîtresses. Ainsi ordonné, le juge Thorne a frappé son marteau. Jugement pour la défenderesse.
Mason est resté seul au centre de la salle d'audience. Les flashs crépitaient toujours, mais ce n'était plus pour lui. C'était pour Amy, la nouvelle reine de la technologie. Les membres du conseil d'administration l'entouraient, lui serrant la main. Jules était parti. Son avocat était parti. Il était entré en milliardaire. Il sortait avec rien d'autre qu'un costume qu'il ne pouvait probablement pas se permettre de faire nettoyer à sec. Mais alors qu'il se tournait pour partir, un homme dans un imperméable bon marché a bloqué l'allée. « Mason Sterling ?» a demandé l'homme, brandissant un insigne. « Dégage de mon chemin !» a marmonné Mason. « Je suis là, June Miller, FBI, Division des crimes financiers », a dit l'homme, sortant une paire de menottes. « Nous avons un mandat d'arrêt pour vous concernant le détournement de fonds de MS Ventures et l'évasion fiscale liée aux fonds Omega. Madame Vance nous a envoyé les dossiers ce matin. » Mason a regardé Amy une dernière fois. Elle était occupée à parler à Jim Galloway du rapport sur les bénéfices du 3e trimestre. Elle n'a même pas levé les yeux alors que les menottes claquaient autour de ses poignets. La transition d'un penthouse surplombant Central Park à une cellule de 6 à 8 pieds dans l'institution correctionnelle fédérale d'Otisville ne fut pas graduelle. Ce fut une fracture violente et déstabilisante de la réalité. Mason Sterling avait passé sa vie à organiser son environnement. Il contrôlait la température, l'éclairage, le son et les gens. Il portait de la laine de Vigogne et buvait du scotch vieilli plus longtemps que son codétenu n'était en vie. Maintenant, il portait une combinaison beige mal ajustée qui sentait le détergent industriel et la sueur rance. Sa première semaine fut un flou de déni. Il attendait toujours que Silas Brock franchisse les lourdes portes en acier, agitant une ordonnance du tribunal, riant que tout cela n'était qu'un test de stress pour un nouveau protocole de sécurité. Il faisait les 100 pas sur le petit sol en béton, marmonnant pour lui-même. « Je suis Mason Sterling », a-t-il chuchoté, traçant les fissures dans le mur de parpaing. « J'ai construit l'avenir. C'est une erreur. » Mais l'erreur était de son existence. Au 3e mois, le déni s'était durci en une rage amère et venimeuse. Les autres détenus ne se souciaient pas de son portefeuille boursier. Pour eux, il n'était qu'un autre costume qui s'était fait prendre la main dans le pot de biscuits. Il n'était pas un titan de l'industrie ici. Il était un détenu et il était sur le plus bas échelon de l'échelle. Sa seule connexion au monde qu'il possédait autrefois était la télévision dans la salle commune. Il avait droit à 1 heure de visionnage par jour. 6 mois après le début de sa peine, un mardi pluvieux, Mason était assis sur une chaise en plastique, regardant Bloomberg TV. Le volume était bas, noyé par le claquement des cartes à jouer à une table voisine, mais le titre lui a crié en grosses lettres blanches. Sterling & Co. surnomme Ether Dynamics. L'action atteint un niveau record. Mason s'est penché en avant, son cœur battant contre ses côtes. L'écran a basculé vers une diffusion en direct d'une conférence de presse. Elle était là. Amy se tenait à un pupitre fait de verre et d'acier recyclé. Elle semblait transformée. Le chignon sévère avait disparu, remplacé par une coupe élégante et moderne qui encadrait son visage. Elle portait un costume blanc qui rayonnait de puissance, et non la puissance agressive et bruyante que Mason avait exercée, mais une autorité calme et absolue. Elle avait l'air plus jeune, plus légère, comme si se débarrasser de lui était la fontaine de jouvence. « Nous entrons dans une nouvelle ère », a dit Amy dans les microphones, sa voix stable. « L'ère de l'innovation éthique. Nous supprimons les pratiques volatiles du passé. Nous liquidons les risques offshore. Nous ramenons les emplois à la maison. » La foule a éclaté en applaudissements. « Et, a continué Amy, un petit sourire jouant sur ses lèvres, nous lançons le projet Nexus plus tôt que prévu. C'est l'aboutissement de 20 ans de recherche. » Mason a serré le bord de la chaise en plastique jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. Nexus, c'était son vaporware. Il avait vendu le concept aux investisseurs sur un mensonge. Il n'avait jamais pensé que cela pourrait réellement fonctionner. Comment l'avait-elle terminé? La caméra a panoramique vers les personnes debout derrière elle.
Il a reconnu Jim Galloway, l'air suffisant. Il a reconnu le nouveau directeur financier. Mais ensuite, la caméra s'est attardée sur une jeune femme debout à la droite d'Amy. Elle était frappante, peut-être 22 ans. Elle avait des cheveux foncés, des yeux perçants et une posture étrangement familière. Elle tenait une tablette, chuchotant quelque chose à Amy, qui a hoché la tête avec une fierté évidente. « Qui est-ce » Mason a murmuré à l'écran. « Hé, tais-toi, vieil homme. » Un détenu massif nommé Davis a grogné de la table derrière lui. « Nous essayons de jouer au pic. »« Regarde !» a pointé Mason, sa main tremblant. « Cette fille, qui est-elle? » La voix off de l'animateur a fourni la réponse, rejoignant la PDG Amy Sterling, la nouvelle vice-présidente des opérations, l'énigmatique prodige connu seulement sous le nom de Rory. Des sources disent qu'elle a été la principale architecte du Code Nexus. Rory. Le nom a frappé Mason comme un coup physique. Cela a déclenché un souvenir, un fragment faible et poussiéreux d'une vie qu'il avait jetée. Aurora, il s'est souvenu d'Amy appelant leur bébé Rory à l'hôpital, la seule fois où il l'avait visité avant de s'envoler pour Tokyo. Mais Aurora était morte. Elle était morte dans un accident de voiture quand elle avait 16 ans. Où était-ce la leucémie? Il ne se souvenait pas des détails. Il était au milieu de la fusion avec Techstar. Il se souvenait d'avoir reçu l'appel. Il se souvenait d'avoir dit à son assistant d'envoyer les fleurs les plus chères disponibles. Il se souvenait que les funérailles avaient eu lieu un mardi, ce qui était en conflit avec sa réunion du conseil d'administration. Alors il était arrivé pour 20 minutes, s'était tenu près du cercueil fermé, avait vérifié sa montre et était parti. Il n'avait jamais regardé à l'intérieur du cercueil. Une froide appréhension, plus froide que les murs de la prison, s'est infiltrée dans ses os. Il a regardé la fille à l'écran. Elle a tourné la tête et les lumières du studio ont capté son profil. C'était son nez, c'était sa mâchoire, mais c'était les yeux d'Amy. « Non », a haleté Mason, « c'est impossible. »« Temps écoulé, Sterling », a crié le gardien. « Retour à la cage. » Mason n'a pas bougé. Il ne pouvait pas bouger. J'ai dit bouge. Le gardien lui a attrapé le bras et l'a traîné. Mason a trébuché jusqu'à sa cellule, son esprit se fracturant. Elle est morte. J'ai payé pour les funérailles. J'ai le certificat de décès dans le coffre-fort. Le coffre-fort qu'Amy contrôlait. Il s'est assis sur sa couchette, se balançant d'avant en arrière. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de la voir. Il a rempli un formulaire de demande de visite avec des mains tremblantes. Il l'a adressé à Amy Sterling. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne. La salle d'attente de l'institution correctionnelle fédérale d'Otisville était conçue pour dépouiller un homme de sa dignité 1 minute à la fois. Pour Mason Sterling, un homme qui mesurait son temps en 1 milliard de dollars par seconde, l'attente était une torture pire que l'incarcération elle-même. Il était assis sur un tabouret en métal froid et boulonné, ses poignets irrités et à vif par les menottes qui le chaînaient à la table. La pièce sentait l'eau de javel industriel et le désespoir. La lumière fluorescente au-dessus clignotait avec un bourdonnement rythmique et exaspérant. Zust, 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 qui semblait compter les secondes de sa santé mentale restante. Cela faisait 3 semaines qu'il avait vu la diffusion. 3 semaines qu'il avait vu le visage d'un fantôme sur Bloomberg TV. Il avait revu l'image dans son esprit 1000 fois dans l'obscurité de sa cellule. La mâchoire prononcée, les yeux sombres et intelligents, la façon dont elle se tenait à côté d'Amy, non pas comme une subordonnée, mais comme une guerrière gardant sa reine. Rory. La lourde porte en acier du côté des visiteurs a claqué. Mason a tressailli. Amy est entrée. Le contraste visuel était violent. Dans cette boîte grise et sans vie, elle ressemblait à une image haute définition projetée contre un mur sale. Elle portait un manteau en cachemire de couleur crème qui coûtait probablement plus cher que le salaire annuel du gardien. Ses cheveux étaient parfaits. Sa peau était lumineuse. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui venait de traverser un divorce très médiatisé. Elle avait l'air d'une femme qui venait de renaître.
Elle s'est assise gracieusement de l'autre côté de l'épais plexiglas rayé. Elle n'a pas décroché le combiné du téléphone immédiatement. Elle l'a juste regardé. Elle a étudié ses cheveux grisonnants, les cernes sous ses yeux, le tremblement de ses mains. Elle l'a regardé comme s'il était une erreur d'arrondi dans un grand livre, quelque chose à corriger et à oublier. Mason a tâtonné pour le combiné noir, ses chaînes cliquetant bruyamment contre la table métallique. « Tu es venu », a-t-il roussité. Sa voix était rouillée par le manque d'utilisation. Amy a décroché son téléphone. « Tu as rempli le formulaire de demande, Mason. Tu l'as marqué urgent, vie ou mort. J'étais curieuse de voir lequel c'était. » « Arrête l'acte de reine des glaces, Amy », éclaquait Mason, essayant de retrouver le baryton autoritaire qui faisait taire les salles de conseil. Mais ici, derrière la vitre, il sonnait juste désespéré. « J'ai vu les nouvelles, le changement de marque, Ether Dynamics. »« C'est un bon nom, » a dit Amy calmement. « Ça fait référence au code Ether, le code que j'ai écrit. » Il semblait approprié de finalement apposer la bonne signature sur le travail. « Je me fiche du nom. » Mason s'est penché en avant, son souffle embuant la vitre. « Je me soucie de la fille, la vice-présidente, celle que la presse appelle une prodige. Rory. » L'expression d'Amy n'a pas changé, mais la température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés. « Qu'en est-il d'elle? Est-elle... » Mason a dégluti difficilement, une boule de peur et d'espoir se logeant dans sa gorge. « Est-elle Aurora? » Il a attendu le déni. Il a attendu qu'Amy lui dise qu'il était fou, que c'était une nièce, une cousine, un sosie aléatoire. « Oui, » a dit Amy. Le mot a flotté dans l'air, lourd et impossible. « Mais, » a balbutié Mason, son esprit revenant 10 ans en arrière. « Les funérailles, j'étais là, j'ai vu le cercueil, j'ai vu les fleurs. Tu m'as dit qu'elle était morte, Amy. Tu m'as dit que la leucémie l'avait emportée. Je t'ai dit que le traitement avait échoué, » a corrigé Amy, sa voix douce et mortelle. « Il y a une différence. Tu m'as menti. Pendant une décennie, je... » Mason a crié. Le gardien dans le coin a fait un pas en avant, la main posée sur sa matraque. Mason a reculé, baissant sa voix à un sifflement frénétique. « Comment? Pourquoi? » Amy s'est penchée plus près de la vitre. Ses yeux étaient durs, comme des forêts de diamants. « Te souviens-tu de la nuit où les médecins nous ont donné l'ultimatum, Mason? Le 14 juin 2015. C'était un mardi. » Mason a secoué la tête. « Je ne connais pas les dates. J'étais occupé. »« Tu étais toujours occupé, » a dit Amy. « Les médecins ont dit que la chimio standard ne fonctionnait pas. Ils ont dit qu'il y avait un spécialiste à Zurich, un nouveau protocole d'immunothérapie. Il avait un taux de réussite de 90%, mais il n'était pas couvert par l'assurance. Il nécessitait un paiement initial de 2 millions de dollars. » Mason a cligné des yeux. Un vague souvenir est apparu. Un appel téléphonique frénétique. Amy pleurant, lui debout sur le balcon d'un hôtel à Macao. « Je me souviens, » a chuchoté Mason. « Je t'ai dit de t'en occuper. »« Non, » a dit Amy. « Tu m'as dit, et je cite, 2 millions, c'est beaucoup de liquidité pour 90% de chance, Amy. Le pronostic est mauvais. C'est un mauvais investissement. Laisse-la partir confortablement. » Les mots ont frappé Mason comme des coups physiques. Il s'est souvenu les avoir dit. Il s'est souvenu avoir pensé qu'il était pragmatique. Il était au milieu de l'acquisition de Techstar. Il avait besoin de l'argent. Il s'était détaché de l'aspect paternité et avait considéré sa fille comme un actif déprécié. « Je ne voulais pas dire ça comme ça, » a balbutié Mason. « J'étais sous pression. » « Tu as mis un prix sur sa vie et tu as décidé qu'elle ne valait pas les frais généraux, » a dit Amy. « Alors, j'ai pris une décision. J'ai falsifié ta signature sur le transfert. J'ai liquidé ta précieuse collection de voitures anciennes pour couvrir le reste. Je l'ai envoyée seule à Zurich avec ma mère. »« Mais les funérailles? » « Une pièce de théâtre, » a dit Amy avec un haussement d'épaule.
Du théâtre pour un public d'un seul. Toi. Je savais que si elle survivait, tu ne la laisserais jamais partir. Tu l'utiliserais. Tu transformerais son rétablissement en un coup de pub pour augmenter le cours des actions. Tu la promènerais comme l'enfant miracle, tout en l'ignorant comme tu l'avais fait auparavant. Je devais la tuer sur le papier pour la sauver dans la vraie vie. Mason a senti les larmes lui piquer les yeux. Elle est en vie. Ma petite fille est en vie. Ce n'est pas ta petite fille, a dit Amy sèchement. C'est une femme adulte. Elle a grandi dans des pensionnats en Suisse et en France. Elle parle 4 langues. Elle joue du violoncelle. Elle est brillante. Et elle sait exactement qui tu es. Vraiment. Est-ce ce qu'elle demande de mes nouvelles? Amy a laissé échapper un rire court et sec. C'était un son cruel. Demander de tes nouvelles. Mason, elle t'a étudié. Qui penses-tu a trouvé les comptes des Caïmans? Mason a figé. Le sang a quitté son visage. Tu pensais qu'Arthur Pendergast était un magicien? Amy a secoué la tête. Arthur est bon, mais il est de la vieille école. Le cryptage que tu as utilisé sur le Fonds Oméga était de qualité militaire. Il fallait d'un génie pour le déchiffrer. Il fallait quelqu'un qui comprenne l'architecture de tes mensonges. Amy a posé sa main contre la vitre. Rory a écrit le code du crawler, Mason. Elle a passé 2 ans à cartographier ton empreinte numérique. Elle a suivi chaque dollar que tu as volé. Elle a trouvé les maîtresses. Elle a trouvé les sociétés écrans. Elle a construit le piège. Mason s'est effondré sur le tabouret. L'ironie était suffocante. La fille qu'il avait radiée comme un mauvais investissement avait grandi pour devenir l'architecte de sa faillite. « Elle me déteste tant que ça », a-t-il chuchoté, sa voix se brisant. « Elle ne te déteste pas, Mason », a dit Amy, sa voix s'adoucissant en quelque chose d'encore plus terrifiant. « Pitié, la haine implique la passion. Elle te considère comme un code obsolète, un bug dans le système qui devait être corrigé. » Amy s'est levée. Elle a lissé le devant de son manteau. Elle a regardé sa montre, un mouvement simple et élégant qui signalait la fin de son temps et la fin de sa pertinence. « Pourquoi es-tu venue ici, Amy? » a demandé Mason, des larmes coulant maintenant sur son visage. « Pour te vanter? » Rory voulait que je te délivre un message, a dit Amy. Elle change légalement son nom demain. Elle prend mon nom de jeune fille. Elle sera Aurora Vance. Non, Mason a tendu la main, ses doigts griffant inutilement le verre lisse. C'est une Sterling, c'est mon héritage. Ton héritage est un numéro de prison, a dit Amy. Elle voulait que tu saches que l'entreprise est entre de bonnes mains. Nous utilisons les 200 millions de dollars que tu as volés, l'argent récupéré par son code, pour financer une nouvelle aile d'oncologie pédiatrique à Zurich. Nous la nommons d'après la fille que tu as refusé de sauver. Amy s'est tournée vers la porte. « Attends !» a crié Mason, la panique montant dans sa poitrine. Une raz-de-marée de réalisation qu'il était vraiment, complètement seul. « Amy, s'il te plaît, dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que je l'aime. » Amy a fait une pause. Elle ne s'est pas retournée. Elle a simplement parlé à la porte en acier devant elle. Je lui ai demandé si elle voulait venir aujourd'hui, si elle voulait te voir. « Qu'a-t-elle dit? » a supplié Mason. « Elle a dit qu'elle était occupée à travailler, » a répondu Amy. « Elle a dit que le ROI de te rendre visite n'était pas assez élevé. » La lourde porte a claqué avec un bruit de coup de feu. Mason a laissé tomber le téléphone. Il a balancé par son cordon, frappant le mur métallique avec un bruit sourd. Il a pressé son front contre le plexiglas froid, fixant la chaise vide où sa femme s'était assise. Il avait passé sa vie à adorer le Dieu des retours, des marges, du résultat net. Il avait tout sacrifié, sa femme, son enfant, son humanité, sur l'autel du succès. Et à la fin, le grand livre s'était équilibré. Il était un milliardaire dans une cage de sa propre fabrication, ruiné dans la seule monnaie qui comptait. Mason Sterling a glissé sur le sol sale, s'est recroquevillé en boule, et pour la première fois en 20 ans, il a pleuré. Non pas pour l'argent qu'il avait perdu,
Mais pour la fille qui avait calculé sa valeur, il l'avait trouvée nulle. Et c'est ainsi que Mason Sterling, l'homme qui pensait être le roi de New York, est fini pauvre dans une cellule de prison, détruit par les deux femmes qu'il avait le plus sous-estimées. Il pensait que le pouvoir venait de l'argent, des costumes et de l'intimidation. Il a oublié que la force la plus dangereuse sur Terre est une mère protégeant son enfant et une fille qui se souvient. Mason a passé le reste de ses jours à regarder Ether Dynamics s'élever à la domination mondiale depuis un écran de télévision flou, sachant que chaque succès, chaque percée et chaque dollar gagné était un message direct de sa fille. Je n'avais pas besoin de toi. Si vous avez aimé cette histoire de karma, de trahison et de vengeance ultime, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et me fait savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Qu'auriez-vous fait si vous étiez aimé? Auriez-vous caché la fille ou l'auriez-vous affronté?